Bien, donc merci à la Fondation Gabriel Péri qui a bien voulu m'inviter à cette conférence. Je ne suis pas spécialiste de l'agriculture ni de l'élevage. Je suis tout simplement témoin vivant d'un certain nombre d'initiatives depuis 25 ans jusqu'à maintenant. En tant que témoin actif, j'ai certaines choses à raconter. Je commence par une expérience vécue qui concerne justement la thématique qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, il y a 25 ans à peu près, nous étions embarqués dans un programme de renforcement des capacités paysannes en matière de formation, équipement, petit crédit, encadrement en matière de gestion et de compte d'exploitation. C'était à peu près les thèmes du programme de renforcement des capacités paysannes. Et ce programme poursuivait, premièrement, l'objectif selon lequel, si on réussissait ce programme-là, on freinerait ou on contribuerait à freiner ce qu'on appelle l'exode rural. Ensuite, on créerait des richesses et on améliorerait les conditions de vie des paysans. Nous sommes en plein dans le sujet. Et l'approche pour mener à bien ce programme dont je parle était l'approche endogène par rapport au programme télégéré à partir de l'extérieur, à partir d'en haut. Endogène, pourquoi? Parce qu'il existait à l'époque des programmes de formation menés par des ingénieurs agronomes. Ces ingénieurs agronomes formaient des techniciens supérieurs qui eux-mêmes formaient des techniciens qui à leur tour formaient des animateurs et qui formaient des paysans. C'est-à-dire on avait une approche verticale ou par palier. Ce qui veut dire qu'entre l'ingénieur et le paysan, il y avait des déperditions de messages et surtout d'expertise. Nous avons rompu déjà avec cette méthode d'approche en disant que le paysan est le meilleur formateur du paysan parce qu'il parle le même langage et ce sont des pairs. On avait une approche aussi que nous appelions, au lieu de prendre des paysans, par exemple, dans un village et aller les former dans un autre village à 15 km ou à 20 km, on trouvait les paysans sur place, on les formait dans leur village et dans leur localité. Le public cible, c'était 3800 paysans, tous délégués d'un groupement paysan. Un groupement est composé de 50 personnes, donc avait à peu près 4500 groupements. Et on avait ciblé les jeunes de 15 à 25 ans et les personnes dans la force de l'âge. On a ciblé également, il fallait, en plus de ces conditions, être un néo-alphabétisé, soit en moré, c'était la langue du terroir, ou en fulfulde, ou en dioula. Ce sont les langues du terroir parce qu'on avait des programmes d'alphabétisation fonctionnels. Et les domaines concernés, c'était quoi? C'est de l'élevage,
l'élevage, c'était des moutons de cage. Donc, à chaque femme, on confiait une brebis ou un cabri qui l'engraissait pendant 6 mois, au bout desquels elle pouvait vendre le mouton et récupérer plus du double du prix ou bien le triple même du prix. C'était aussi des bergeries et des poulaillers, des poules pondeuses. C'était en matière de maraîchage aussi, fruits et légumes. Les domaines concernés en matière d'équipement, c'était des banques de céréales, des moulins, des motopompes, etc. Alors, voici donc, quel rôle j'occupais en ce moment? J'étais le secrétaire général du mouvement paysan, le plus gros d'Afrique de l'Ouest, le groupement NAM, et j'étais employé comme directeur de la formation dans l'organisme dans un autre organisme d'appui au monde paysan qui s'appelait CISES, se servir de la saison sèche en savane et au Sahel. Et cet organisme avait pour fonction principale de servir d'organisme intermédiaire et d'appui au mouvement paysan, donc aux organisations paysannes. S'il y a le ROPA aujourd'hui, s'il y a un certain nombre de mouvements paysans dignes de ce nom aujourd'hui et qui savent faire de l'intermédiation entre eux et les autres paysans, c'est parce qu'il y a eu CISES à l'époque qui a fait de l'encadrement et qui a fait surtout de l'animation pour l'éveil de la conscience paysanne. Ça, c'était entre parenthèses. Alors, nous avons eu quand même des résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est que les 3800 paysans ont été formés, ils ont été équipés et on avait commencé à faire ce qu'on appelle le suivi, évaluation, prévision. Mais nous n'avons pas prévu un certain nombre de problèmes qui sont intervenus. C'était quoi? Que au bout de la 3e année et demie, nous avons constaté que 2 tiers des paysans formés étaient partis, avaient abandonné soit les périmètres maraîchers, surtout les banques de céréales et les moulins, étaient tombés en désuétude. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, qu'à 25 km du rayon où on a fait l'expérimentation, enfin, on a fait le programme de formation, il est apparu un site aurifère. Donc, pour poursuivre, pour avoir un gain plus facile et bien plus important, les paysans qui ont laissé les équipements, ils ont laissé les périmètres maraîchers et ils ont emporté pelles, pics, pioches, les brouettes et les charrettes pour aller chercher de l'or au niveau des sites aurifères qu'ils louaient à d'autres creuseurs d'or avec eux. Ensuite, les jeunes qui généralement voulaient se marier considéraient qu'ils ne gagnaient pas suffisamment avec notre appui, avec notre équipement, et ils ont fui en Côte d'Ivoire pour pouvoir aller chercher de l'argent et revenir se marier. Ceux qui ont perdu qui un père, qui une maman, ont également fui le village aussi pour aller chercher de l'argent à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso ou en Côte d'Ivoire pour revenir célébrer les funérailles de leurs parents. Ou bien ceux qui voulaient partir à la Mecque sont partis également pour aller chercher fortune ailleurs. Voilà ce que nous n'avions pas prévu. Autrement dit, notre programme de formation qui était quand même bien bouclé, parce que l'approche était plus adaptée que l'approche technocratique. Ensuite, les pays, c'était des infrastructures socio-économiques adaptées pour les besoins.
Ensuite, on a répondu à la demande paysanne. C'était les populations elles-mêmes qui nous ont demandé cet appui-là. Donc nous ne comprenions pas pourquoi. Ils ont quand même laissé tout ça et puis fuir. Ce qui veut dire que le problème qui se pose en ce qui concerne l'immigration, l'emploi en milieu rural, il fallait chercher à comprendre autre chose. Nous y avons réfléchi et on a essayé d'enquêter. On a essayé d'enquêter et de réfléchir sur l'immigration-immigration. On a compris que l'immigration, en fait, est une composante des multiples mécanismes de régulation. Car l'immigration ou l'immigration répondent premièrement à une fuite. La fuite d'une tyrannie, de la tyrannie d'un despote, un sanguinaire. La fuite aussi devant l'oppression tribale, pouvant conduire à des génocides, à de l'esclavage, à de la servitude diverses. Ensuite, la fuite d'un joug d'une catégorie socio-professionnelle donnée, à savoir les jeunes fuient le joug des anciens ou bien le joug des sorciers. Ensuite, fuite devant une épidémie, une famine ou bien des insectes ou des bêtes féroces. Donc, l'émigration ou l'immigration venait en réponse à ce type de problème qui se présentait, pas toujours en même temps, mais de temps en temps. Quand chaque fois, face à telle situation, la société précoloniale préconisait qu'on émigre individuellement ou collectivement. Une autre façon, un autre aspect du problème de l'immigration et de l'immigration, c'est aussi la conquête. Conquête de la liberté. La liberté, pour se libérer de quelque chose, la réponse qu'on donne, c'est généralement l'immigration. Ensuite, pour conquérir le savoir et le savoir-faire, c'est l'immigration. Il n'y a pas d'autre solution que l'immigration. On partait loin pour chercher le savoir du livre, le savoir auprès d'autres populations, auprès d'autres communautés, pour revenir enrichir la société. Ensuite, il y a la conquête de la reproduction à l'identique. Là, on partait loin, chercher les femmes auprès d'autres communautés et on revenait grossir la communauté. Et puis, c'était soit l'exploration ou bien les échanges communautaires. Voici donc l'émigration ou l'immigration était employée, était instituée comme étant une mesure de régulation sociale et ce n'était jamais quelque chose dont on s'en... ce n'était pas interdit, ça rentrait dans les réflexes, donc l'immigration et l'immigration. C'était donc accepté. Accepté pour, premièrement, contribuer à la grandeur de la cité et accepté aussi parce que ça contribuait à ce qu'on appelle à la sécurisation sociale. Maintenant, que représente l'agriculture? L'agriculture n'est jamais présentée comme une profession définitive. L'agriculture est une profession précaire,
provisoire. On n'est pas agriculteur à vie quand on a l'occasion de s'en défaire. Ensuite, l'agriculture n'était jamais liée à une tribu ou à un lignage. Par exemple, une communauté Monsi peut être agriculteur d'un côté de la colline et de l'autre côté de la colline, la même tribu pouvait être éleveur ou pêcheur. Ça veut dire que ce n'est pas lié à un liage ou à une tribu. L'agriculture est généralement pratiquée par la catégorie sociale la plus faible parmi les catégories sociales présentes, pour la simple raison que c'est le métier le moins rémunéré, c'est le métier le plus difficile et c'est le métier le plus aléatoire. Je parle toujours de la situation précoloniale. C'était pour comprendre pourquoi les gens ont fui, le fait que nous, on voulait les stabiliser. Et l'agriculture permettait de faire ce qu'on appelle une alliance intercatégorie socio-professionnelle. Et on confiait aux agriculteurs les missions principales suivantes: protéger la terre, nourrir les hommes, les dieux et les esprits. Ensuite, indiquer les bons sites aux étrangers et aux jeunes. Donc, l'agriculture n'avait pas pour mission principale, ou ceux qui pratiquaient l'agriculture, n'avaient pas pour mission principale de nourrir les individus, c'était surtout pour pour protéger la terre, nourrir les dieux et nourrir les esprits. Maintenant, actuellement, que nous avons traversé ce qu'on appelle des transformations sociales, l'immigration actuellement est en train de perdre de son mythe. Ce n'est plus inscrit dans les pratiques des gens comme une obligation, comme réponse à quelque chose. L'immigration se fait maintenant au hasard parce qu'il y avait des règles pour émigrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à une demande assez systématisée en matière de services publics de base, l'immigration est en train de s'estomper. Ça veut dire que les gens demandent à l'heure actuelle des écoles, des puits, des périmètres maraîchers. Ils demandent des maternités, des centres de santé. Ils demandent des pistes rurales. Quand on demande cela, ce n'est pas pour fuir et puis laisser. C'est pour bien s'installer. Donc il y a une demande actuelle, comme René Biage l'a dit, qui peut être interprétée comme un désir intense de viabiliser, de vivre dans des conditions meilleures. Ensuite, les gens commencent à construire en dur, en ville comme en campagne. On voit par-ci par-là des maisons en tôle, en ciment, des maisons en pierre. Les gens commencent à se stabiliser. Alors que dans le temps, on ne construisait qu'en terre battue ou en chaume. Maintenant, on construit en ciment et mieux, on fait des lotissements et on tire de l'eau, de l'électricité, du téléphone même dedans. Donc, quand vous commencez dans la campagne à voir ce type de réalisation, ça veut dire que les gens se stabilisent et ne veulent pas partir. Ensuite, il y a des événements qui font que les gens ne veulent plus partir de chez eux. Ça veut dire quoi? Pour les Burkinabés, par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire fait que personne ne veut partir de son village. En tout cas, il y a 500 000 personnes qui sont revenues de la Côte d'Ivoire suite aux événements qui ont eu cours à Côte d'Ivoire.
Donc, de plus en plus, il y a un repli sur le local. Il y a également ce qu'on appelle les frontières, l'avènement des frontières également. Depuis les indépendances jusqu'à maintenant, à l'intérieur des frontières, c'est-à-dire à l'intérieur des nations, il se passe comme si, de plus en plus, il y avait une sorte de nationalisme qui s'affirme. Les Ivoiriens disent aux Burkinabés, dehors, allez chez vous. Hein? Les Ghanéens disent, par exemple, aux Libériens, allez retourner au Libéria. Les frontières n'existaient pas. Maintenant, les frontières existent. Et mieux, comme pour renforcer les frontières, on a organisé le territoire maintenant en communes avec des découpages territoriaux qui font que chaque citoyen est saisi là où il est né, là où il est recensé, et c'est là-bas maintenant qu'il peut voter, c'est là-bas aussi qu'il peut exercer ses fonctions de citoyen. Donc, la citoyenneté nationale et la citoyenneté communale font que, de plus en plus, l'immigration est en train de s'estomper. Autrement dit, la réflexion doit tendre vers comment améliorer les conditions de vie des populations en matière de production et d'utilisation du service public de base. Voilà ce que j'avais tout simplement à communiquer aujourd'hui et merci de votre attention.